J'ai beaucoup aimé la philosophie en fait qui sous-tend le jeûne, qui sous-tend la naturopathie puisque c'est la même et l'idée de se dire aussi, ben, probablement on en fait trop. Tu vois, je retrouve ma voix petit à petit, c'est rigolo. Probablement on en fait trop et c'est intéressant pendant un moment de ne rien faire justement. Dans l'idée de laisser faire le corps, c'est vraiment ça, c'est ce côté lâcher prise aussi du jeûne qui est très intéressant et c'est pour ça que je reviens sur la sagesse du corps que j'évoquais au démarrage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une dimension initiatique. C'est-à-dire que, par exemple, le carême chrétien représente la traversée du désert de Jésus et il en sort transformé. Et cette dimension initiatique, j'en parlerai dans la prochaine conférence sur la pensée traditionnelle, elle est centrale dans la spiritualité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour être capable de comprendre profondément la vie, comprendre profondément la nature, comprendre profondément notre nature, eh bien, il faut que quelqu'un nous le montre. Quelqu'un qui a été, lui, d'abord initié avant nous, un maître spirituel, nous le montre. Et souvent, il va le faire dans un moment particulier. Et dans ce moment-là, dans la plupart des cas, il va y avoir une période de jeûne. De lâcher la main, de lâcher prise et du coup de se mettre à l'écoute vraiment de cette autre intelligence et de cette autre intelligence en soi que j'ai illustrée jusqu'à présent sur le côté physiologique, mais qui s'illustre aussi sur le côté, sur plein d'autres côtés, notamment sur l'intuition, sur tout ce qui peut nous relier aux autres, à la terre, au ciel, à l'univers, quelque chose finalement de plus grand que nous. Et le jeûne nous met vraiment dans des conditions favorables pour s'ouvrir à tout ça. Eh bien, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette huitième conférence de l'Institut de santé et sagesse intégrale. Merci à vous de vous joindre à notre conférence. Donc, c'est la huitième conférence mensuelle. Avant de commencer, je voudrais juste vous donner un mot de contexte, que vous compreniez un peu qui nous sommes, ce que nous faisons. J'ai créé en 2021 l'Institut de santé et sagesse intégrale qui se donne pour mission de réunir, d'intégrer ensemble deux composantes de la vie humaine qui sont d'un côté la santé et de l'autre côté la sagesse ou la spiritualité. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a vraiment un manque de connexion entre ces deux mondes dans notre monde occidental moderne, alors que traditionnellement, que ce soit les sagesses anciennes, ancestrales ou les sagesses orientales font naturellement ce lien-là. Eh bien, nous, en Occident, on l'a perdu et je trouve que c'est bien dommage. Et donc, l'objectif de l'Institut est de créer des activités autour de la santé naturelle principalement, avec les apports de la naturopathie, les apports de la salutogénèse, les apports du bien-être global par la méditation par exemple, et aussi une conception de la sagesse par la réflexion, par la spiritualité, par l'ouverture à la spiritualité. Et en 2024, eh bien, l'Institut va encore accroître ses activités et on va commencer à proposer des formations et des séminaires, voire des retraites. Je vous renvoie, si vous êtes intéressé par nos activités, à notre site internet www.santé-sagesse.fr. La présentation de cette huitième conférence, j'accueille Marie Delforge, on va discuter ensemble du jeûne. Le jeûne, On va essayer, Eric. on va essayer parce On que va Marie, essayer. comme vous pouvez constater, a un petit problème de voix ce soir. Mais voilà, avec bienveillance, on va prendre le temps et il n'y aura pas de souci, ça va bien se passer. D'abord, de dire que tous les mois, l'Institut organise des conférences gratuites d'une heure et demie environ, sur divers thèmes. On a parlé de le lien entre santé et spiritualité, on a parlé d'une approche spirituelle du burn-out, de la méditation en entreprise, de l'autonomie en santé, on a parlé des zones bleues, on a parlé de l'hypnose et la méditation, et c'était avec ma première invitée qui était Laureline Volatier.
Et donc après, ben, ces conférences, elles deviennent le support en fait aussi de nos médias, hein, parce que j'ai créé plusieurs médias liés à l'Institut. Tout d'abord une chaîne YouTube, une infolettre et puis un canal Telegram qui donne des informations de santé, des informations d'actualité liées à la santé et à la spiritualité. Alors le jeûne, ben, c'est, pour commencer notre quête de ce soir, le jeûne, donc, une quête de santé et de spiritualité. Et je trouve que c'est intéressant de parler de ce sujet-là parce que c'est un sujet qui peut porter à controverse. Alors on va en parler un peu, mais pas que, mais en même temps qui génère beaucoup d'intérêt auprès des populations. On voit un intérêt grandissant pour les retraites, pour le fait de suivre des jeunes. Et donc, on va en parler. Et on va en parler sous un angle que je voulais être un angle intéressant, c'est-à-dire de faire le lien. Souvent, le jeûne est présenté dans sa dimension hygiène de vie, dans sa dimension santé. Je voulais faire le lien avec le jeûne en tant que spiritualité, le jeûne dans la quête de spiritualité. Et donc, on va avoir ce dialogue avec Marie. Ça va pas être un dialogue où il y aura des frontières claires. Marie parlera certainement aussi de spiritualité et peut-être moi aussi de santé dans le jeûne, hein, parce on est tous finalement dans cette quête de la compréhension de soi. Marie, donc rebonsoir. Est-ce que tu peux te présenter Bonsoir. pour les personnes, nous dire qui tu es, ce que tu fais, d'où tu viens, et puis j'en ferai de même moi aussi. Avec plaisir. D'abord, je vais essayer de parler pour rassurer les personnes qui m'écoutent. J'espère que vous m'entendez. Ça me fait pas mal de parler, voilà. Juste, ça ne sera pas forcément très fluide, mais rassurez-vous, ça ne me procure aucune gêne, si ce n'est de ne pas avoir toute ma voix. Donc moi, je suis Marie Delforge, je suis naturopathe, comme toi, coach, je suis formatrice à l'école Synergie Naturopathie, je m'occupe de l'antenne de Lyon. J'interviens aussi dans le programme Immersion. Et tout récemment, je suis réflexologue. Voilà. Et aussi, je suis accompagnatrice de séjours de jeunes. Et je vais plutôt développer cette partie-là puisque c'est pour ça que je suis ici ce soir. Donc déjà, merci Eric de me proposer cet échange. Et, euh, et ça me plaît beaucoup l'idée de parler du jeûne, déjà dans l'absolu, parce que c'est vraiment pour moi un outil santé incroyable, qui est, comme j'aime bien le dire, simple, gratuit, efficace. Mais je trouve que c'est intéressant de l'aborder justement sous l'angle spirituel. C'est-à-dire que c'est pas que un outil santé, ou alors si c'est un outil santé, mais vraiment dans l'approche holistique. L'approche holistique qu'on développe d'ailleurs au sein de l'école et que tu développes au sein de ton institut. Tu vois, quand tu présentais l'institut en disant que santé et sagesse, c'était des mots qui n'étaient pas souvent liés. Pour le coup, je trouve que le jeûne, c'est vraiment un sujet qui permet de réunir ces deux mots-là puisque on jeûne avant tout pour sa santé, même si on va le voir ce soir, ça a beaucoup d'autres effets. Et en même temps, en jeûnant, on fait appel à la sagesse du corps. Et ça, c'est un élément essentiel du jeûne. Donc, on est vraiment bien dans le sujet et dans le cœur de ce que tu fais avec ton institut. Alors, pourquoi je vous parle de jeûne? Parce que j'ai beaucoup jeûné. Enfin, j'ai beaucoup jeûné, oui et non. C'est-à-dire que mon expérience avec le jeûne a commencé il n'y a pas si longtemps que ça. Ça doit faire 4 ans. Oui, 4 ans. Et par contre, d'un coup, d'un seul, j'ai jeûné 32 jours. Voilà. Donc, un peu extrémiste. Alors, j'ai fait ça parce que j'étais dans une situation de maladie. C'était suite à un diagnostic d'une maladie grave. Et comme j'ai pas voulu. Alors, je le fais court hein, parce que c'est pas le sujet principal, c'est juste pour expliquer le contexte. Et comme j'ai pas voulu rentrer dans un protocole et suivre, j'allais dire, des interventions invasives de chirurgie, de radiothérapie, chimiothérapie, voilà, comme ça on a bien ciblé c'était quoi le type de problème de santé. J'ai tout annulé en fait et j'ai cherché un moyen naturel d'aider mon corps. Et je connaissais pas le jeûne à l'époque, mais dès qu'on m'en a parlé, ça m'a tout de suite fait tilt. Je me suis dit, enfin, voilà, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a parlé de me dire que le corps a la capacité de s'auto-guérir. J'ai beaucoup aimé la philosophie en fait qui sous-tend le jeûne, qui sous-tend la naturopathie, puisque c'est la même. Et l'idée de se dire aussi, ben, probablement on en fait trop. Tu vois, je retrouve ma voix petit à petit, c'est rigolo. Probablement on en fait trop. Et c'est intéressant pendant un moment de ne rien faire, justement, pour laisser le corps faire.
Voilà. Donc suite à cette expérience, j'ai testé le jeûne sous toutes ses formes, en fait. Des durées, très différentes, des formes différentes aussi, on en reparlera, probablement. Et comme j'ai vraiment eu à cœur de diffuser cette pratique de santé auprès du plus grand nombre, je me suis formée moi-même à la conduite de jeûne pour me sentir justement, apte à accompagner des gens. Et donc je me suis formée auprès de Fabien Moine. Je sais que tu le connais, et on l'apprécie, on l'estime tous les 2, en tous les cas, on estime son travail. Et lui-même a été formé auprès de Désiré Mérien, qui est un grand nom dans la conduite de jeunes, puisqu'il avait une clinique d'accompagnement aux jeunes en Normandie. Pendant une trentaine d'années, je pense qu'il a accompagné des dizaines de milliers de jeunes, du coup. Voilà pour ma Mmh. présentation pour ce soir. Très bien, ouais, ça donne envie de t'entendre. Moi, je vais faire très vite, quel est mon parcours. Donc je m'appelle Éric Le Gall, je suis coach. Aujourd'hui, je me définis plus comme coach de santé naturelle et de santé intégrale même, je dirais. Donc l'idée de la santé intégrale, c'est de prendre la santé dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire le corps, tout ce qui est lié au souffle, à la respiration, et aussi à l'esprit, et dans un bien-être intégral. Alors j'ai été formé en naturopathie et puis avant, j'étais aussi coach en entreprise. J'ai fait des formations pour cela. Je suis aussi enseignant de méditation et j'ai un parcours particulier puisque, en 2009, j'ai abandonné, un travail, habituel en entreprise. Je faisais la finance, après j'ai fait du marketing, puis j'ai eu une grosse crise existentielle. J'ai fait, comme je dis souvent, ma crise de la cinquantaine, à 30 ans. Limite du burn-out. Aujourd'hui, le burn-out, c'est quelque chose qui me tient à cœur et j'aimerais accompagner des gens dans la reconstruction post-burn-out. C'est un de mes projets pour, l'année 2024. Et je suis allé m'installer dans un centre bouddhiste, hein, qui se situe en Savoie, qui s'appelle l'Institut Karmaling, peut-être certains connaissent. Et j'y ai vécu 7 ans et j'ai surtout fait là-bas une retraite traditionnelle, du bouddhisme tibétain de 3 ans et 3 mois. C'est un peu plus en fait, parce que c'est 3 ans et demi, mais traditionnellement, on dit 3 ans et 3 mois. Et puis donc, je suis donc enseignant de méditation, enseignant de philosophie bouddhiste et donc c'est aussi je vais utiliser ma casquette de connaissance des sagesses orientales et particulièrement du bouddhisme. Je vais donner 2 exemples en fait de types de jeûnes, qu'on trouve, dans la tradition du Bouddha pour vous présenter un peu, quelle est la démarche, qu'est-ce qui est recherché et on va voir qu'il y a des choses très universelles qu'on retrouve en fait, dans à peu près toutes les traditions, spirituelles, humaines, au monde et donc c'est ça qui ce sera mon éclairage, de la soirée. Mmh. Alors moi ce que j'aimerais, Marie, c'est que tu commences déjà à nous présenter, ben, en fait, en quoi ça consiste jeûner? Est-ce qu'il y a des prérequis? Est-ce que c'est J'ai dit: accessible à «Arrêtez de tous? manger, ça suffit ou pas?» J'aimerais que je pense qu'on aimerait Non, tous je que vais tu rigoler. développes parce qu'on pourrait bah, voilà, la conférence est terminée, merci, au revoir. Donc non, ben, c'est juste que tu nous dises un peu, toi, comment tu envisages le jeûne, comment tu l'accompagnes, quels sont les divers types de jeûnes? Tu nous disais qu'il y avait, plusieurs types de jeûnes et puis, bah, que tu nous présentes un peu tout ça. Qu'est-ce que c'est que le jeûne, santé, le jeûne hygiène? Ouais. Déjà, c'est un point, tu fais bien de le souligner. Il y a jeûner et jeûner, c'est-à-dire que maintenant on parle beaucoup de jeûne, en fait et quand on parle de jeûne, des fois on parle de choses qui ont une réalité qui peuvent être, en fait, légèrement différentes. On va voir qu'il y a 2 choses qui caractérisent un jeûne. Il y a d'une part la nature du jeûne. Est-ce que c'est un jeûne hydrique? Est-ce que c'est un jeûne sec? Est-ce que c'est une monodiète? Alors, pour moi, la monodiète, c'est pas tout à fait un jeûne, c'est vraiment une restriction alimentaire, mais parfois on met tout ça dans le j'allais dire le grand sac du jeûne. Est-ce que c'est un jeûne aussi avec des jus de légumes? Est-ce que c'est un jeûne avec des bouillons? Donc ça, c'est une première caractéristique. Une deuxième caractéristique, ça va être sa durée. On parle beaucoup, beaucoup sur les réseaux en ce moment du jeûne intermittent, par exemple. Le jeûne intermittent, c'est quand on s'arrête de manger sur une fenêtre de, on va dire, 14 à 18 heures. On parle du 5-2, c'est 5 jours je mange, 2 jours je jeûne. OMAD, c'est one meal a day, donc c'est aussi j'allais dire un courant qu'on voit beaucoup en ce moment. On mange un repas par jour. Et puis après, bah, sur les durées, ça va de quelques jours à plus d'une semaine, voilà. Donc on voit bien déjà quand on parle de ces différents termes qu'il y a différentes réalités,
derrière tout ça. Et moi, celui que j'ai pratiqué et celui que j'aime accompagner aussi, c'est le jeûne hydrique. Le jeûne hydrique, donc en fait, et le jeûne hygiéniste même au-delà du jeûne hydrique. Donc le jeûne hydrique, comme son nom l'indique, c'est boire de l'eau. Et le jeûne tel que le conçoivent les hygiénistes, donc c'est vraiment boire de l'eau et à l'exclusion de toute autre chose. Et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, on peut le comprendre via l'utilisation de notre énergie. C'est-à-dire que la digestion, c'est le poste principal de dépenses énergétiques. Quand je parle là de dépenses de l'énergie, c'est au sens de l'énergie qui est disponible au niveau de notre système nerveux. Et donc la digestion prend 30 à 50% de cette énergie en fonction de ce qu'on mange tout simplement. Ensuite, dans les deuxième et troisième postes de dépenses d'énergie, on va avoir le mouvement, tout ce qui est activité motrice et activité cognitive. En deux ou troisième poste, en fonction de nos modes de vie. Certains ont un mode de vie plus sédentaire que d'autres. Et quand le corps a réalisé tout ça, il va lui rester de l'énergie pour faire ses travaux de réparation, de régénération. Donc, dans cette vision-là, le jeune hygiéniste, l'idée en tous les cas, c'est vraiment de garder un maximum d'énergie pour que le corps puisse faire ses travaux de régénération. Donc, en ne buvant que de l'eau, on élimine tout le travail de digestion. Et l'idée de ces jeunes-là, c'est également de diminuer l'activité physique et de diminuer l'activité cognitive. Donc d'avoir vraiment une période de repos, une période de déconnexion si c'est possible. Idéalement, même les hygiénistes pourraient parler de rester allongé pendant toute la période du jeûne. On n'est pas obligé d'en arriver là non plus. J'indique donc qui dit le mieux est l'ennemi du bien. Et des fois, ben, c'est pas forcément. Je veux dire, c'est bien aussi de le faire de façon confortable pour soi. Mais ça, ce rapport au temps et au fait de faire le vide, et y compris le vide dans ces activités, c'est quelque chose qui nous interroge et dont on va pouvoir parler aussi un peu plus longuement. Donc voilà pour le jeune hygiéniste. Et dans l'idée de laisser faire le corps, c'est vraiment ça, c'est ce côté lâcher prise aussi du jeune qui est très intéressant. Et c'est pour ça que je reviens sur la sagesse du corps que j'évoquais au démarrage. L'idée, c'est vraiment que le corps a cette intelligence et qui sait faire, en fait. Et les hygiénistes nous parlent de deux intelligences, finalement. On a notre partie consciente, avec toutes les actions que nous, on va décider de manière consciente. Par exemple, j'ai décidé de faire cet échange avec toi ce soir. Je dépense une partie de mon énergie à faire ça. J'ai décidé de ce que j'allais manger après ou de ce que j'ai mangé avant. J'ai mangé un peu de soupe pour ma voix. Ça, c'est partie de mes décisions conscientes. Et à côté de ça, il y a tout ce qui est fait de façon inconsciente. C'est-à-dire que pendant que je te parle, euh, je suis en train de digérer la soupe que j'ai mangée avant de commencer l'échange. Mon foie et mes reins sont en train de filtrer mon sang, comme toujours. Je suis en train de respirer, même en parlant. Mais toutes mes cellules produisent de l'oxygène. Enfin voilà, je peux faire une liste comme ça très très longue. Et ça, tout ça se fait, j'allais dire à l'insu de mon plein gré, mais c'est une autre intelligence en fait. Et donc les hygiénistes parlent du subconscient. On peut l'appeler de différentes façons. Et le fait de jeûner, c'est vraiment un lâcher prise et de dire, OK, je diminue la partie de mes décisions conscientes pour laisser un maximum d'énergie à ce subconscient. Parce que toi, mon subconscient, tu sais mieux que moi ce qu'il y a à faire et ce dont mon corps a besoin pour aller mieux ou pour juste rester en bonne santé. Parce que le jeûne, je dis, c'est un petit santé aussi bien en prévention, c'est l'idéal bien évidemment, ou en accompagnement de situations de maladie. Donc voilà, on parle de médecin intérieur. L'idée, c'est vraiment de laisser sa place au médecin intérieur. Et je trouve que cette expérience est très spirituelle en fin de compte. Il y a quelque chose que tu dis qui m'intéresse, qui m'interpelle, et j'aimerais que c'est finalement, on en fait trop quand on Ouais. s'agit de notre santé. Alors moi, j'en suis convaincu, hein, que ça Ouais. arrive souvent, on a envie que ça se passe vite, et cetera, et voire même la société nous incite à en faire trop, en ajoutant Complètement. toujours à chercher un traitement, le dernier traitement qui va nous Ouais. permettre de nous en sortir, et cetera. Finalement, quand qu'est-ce qui se passe quand on jeûne? Qu'est-ce qu'on l qu'est-ce quelle est cette magie qui fait que, bah, le fait d'en faire moins, finalement, va aider notre corps? Comment tu peux définir, en fait, ce qui est en train de se passer en nous à ce moment-là? Mm. C'est vraiment cette question de répartition de l'énergie. Mmh mh. C'est-à-dire que tout ce que je décide de faire à l'extérieur, comme là par exemple, je prenais l'exemple de cet échange avec toi, c'est quelque chose qui nous demande à tous les deux beaucoup d'énergie. Ça nous a demandé de l'énergie en préparation. Là, ça demande de l'énergie parce que, alors, doublement pour moi, parce que c'est pas forcément fluide de parler,
mais c'est des choses voilà, qui sont pas forcément, naturelles en soi, mais toutes les activités qu'on décide de faire nous prennent de l'énergie et comme je le disais tout à l'heure avec le visuel, la digestion nous prend beaucoup, beaucoup Mmh. d'énergie, tu vois? Et donc le fait d'arrêter ça, on donne beaucoup d'énergie disponible au niveau du système nerveux et c'est le subconscient qui va pouvoir utiliser cette énergie disponible au niveau du système nerveux pour actionner nos organes, nos systèmes et notamment actionner nos émonctoires. Enfin, après, on pourrait développer toute la logique Ça naturopathique. ça ça veut dire, si je comprends bien, que ça veut dire qu'il faut faire confiance à notre corps C'est ça, dans sa capacité d'auto-guérison, dans sa complètement. capacité à prendre en charge, en fait, à se prendre en charge, Mmh mais et et c'est vrai je fais la connexion au niveau spiritualité avec, un quelque chose qui est très important dans, la tradition chinoise, dans le taoïsme, qui est le Wu Wei. Wu Wei, c'est le non-agir. mmh, Et le fait qu'en fait, on trouve l'harmonie par le non-agir. C'est-à-dire que celui ou celle qui veut tout le temps agir sur les choses, en fait, se coupe de l'harmonie. C'est un peu et l'idée, en fait, de la sagesse, du taoïsme, c'est l'idée de se laisser de trouver, en fait, l'harmonie par le fait d'être totalement dans le flux des choses telles qu'elles viennent naturellement, sans être en train de résister, sans être, voilà. Et puis, ça fait partie aussi par ça me connecte à quelque chose qui est aussi, qu'on trouve aussi dans le bouddhisme, dans la tradition du Bouddha, qui est lui parle plutôt du non-agir du mental. C'est-à-dire que quelque part, il y a une manière harmonieuse de faire et une manière disharmonieuse. La manière disharmonieuse, c'est celle où on a l'impression qu'il y a un moi qui pilote un peu, tout et qui s'approprie, en fait, tout ce qui se passe. Et puis la manière harmonieuse, c'est, en fait, les choses se passent, les choses ont lieu et il y a pas d'appropriation, en fait, des actes, des pensées qui nous de tout ce qui va nous traverser, en réalité. Et c'est d'accepter, en fait, que la vie nous traverse et on vit pleinement justement quand la vie nous traverse et non mh. pas quand on a l'impression, qui est une fausse impression quelque part, d'être celui ou celle qui agit comme si on était dans une tour de contrôle et qui, est en train de scanner toute la réalité, quoi. Du coup, je voulais, rebondir là-dessus et parce que c'est en ça aussi que l'expérience du jeûne est une expérience qui nous ouvre à la spiritualité, parce que justement, ça nous reconnecte à ce flux. Pour être conscient du flux, il faut pouvoir être présent, à la vie et le ressentir. Et du coup, je te propose, si tu veux bien, de montrer la Oui, citation de alors, Fabien Moine qui oui, illustre bien aussi ce merci. propos. Je peux te laisser la lire avec ta meilleure voix? Oui, quelle délectation plus intense en effet de s'enivrer de soi-même, d'aller à l'intérieur tout en laissant ressurgir torrentiellement ce qui a été enseveli. Enseveli par l'habitude, l'effréné rythme de vie, le divertissement permanent et autres distractions modernes. Et lorsqu'à cela s'ajoute la nourriture comme compensation d'émotions mal gérées et la digestion assommante, nous n'avons plus affaire à nous-mêmes, mais à un être lourdement absent de ses besoins, difficilement à l'écoute de ses sensations et de ses instincts salutaires. Fabien Moine. Alors il semblerait que tu l'aies tiré d'un livre, Le Mmh. jeûne, une thérapie des émotions. Oui, c'est, la préface, de Fabien Moine, enfin le note de l'auteur. Mais le livre n'est pas de lui, il est de Claire Siby. D'accord. Du coup, je trouve que cette citation illustre bien aussi, ton propos et et ça m'amène à un partage aussi quand on parle du jeûne. On peut parler de vide, là c'est le vide au niveau qu'on va ressentir au niveau de son corps, puisque forcément on arrête de le remplir avec l'alimentation, donc il y a une sensation de vide qui va s'installer. Mais on peut parler aussi du vide temporel, c'est-à-dire que quand on jeûne, on n'a plus ce repère des temps qui est très, très marqué, notamment chez nous, peut-être pas dans toutes les cultures. Mmh. On a 3 ou 4 repas par jour et quand on regarde le temps qu'on prend à faire les courses, à penser à ce qu'on va faire à manger, à préparer à manger, à mettre la table à manger, à ranger, tout ce temps-là, hop, est mis de côté, disparaît et du coup, on se retrouve aussi devant un vide temporel de: «Oh, qu'est-ce que je mets à la place, en fait?» Mmh. Donc on arrête de remplir, hem, on commence à alléger sa vie, en fait, au sens propre comme au sens figuré et du coup, ça interroge beaucoup aussi les personnes sur: «Mais qu'est-ce que je vais faire de ce temps?» Mmh. et donc c'est assez valable si on jeûne chez soi
mais aussi si on jeûne en groupe, puisqu'en groupe, c'est pareil, on n'a pas ce repère de passer à table, etc. Et voilà, c'est intéressant de savoir par quoi je remplace d'autres. En tous les cas, c'est des questions qui nous traversent. Et avec ces deux vides-là, on est forcément plus ouvert et plus présent à ce qui peut se passer autour de nous et à ce qui se passe surtout en nous, en fait. C'est ça qui est le principal intérêt. Alors, moi, je voulais introduire aussi mon propos en parlant de la connexion entre le jeûne et la spiritualité. Et c'est vrai que si on regarde, ben, toutes les traditions religieuses, les grandes traditions religieuses, y compris les petites, j'en parlerai, ont une pratique de jeûne à un moment donné. Les chrétiens ont le carême, les musulmans ont le ramadan, les juifs ont le jeûne au moment de Yom Kippour. Les bouddhistes, particulièrement les moines ordonnés bouddhistes, ne mangent qu'une fois par jour et ont interdiction de manger après midi, l'après-midi. Donc, ils doivent attendre le lendemain matin pour pouvoir manger à nouveau. Puis, il y a d'autres pratiques, et j'en parlerai tout à l'heure. Et il y a aussi dans l'hindouisme des périodes de jeûne liées à des offrandes aux divinités où justement on renonce pour pouvoir faire offrande de son esprit à la déité. Il y a vraiment cette idée de le jeûne est intrinsèquement lié à la quête religieuse ou à la quête de Dieu ou à la quête spirituelle. Et moi j'ai remarqué on va dire, dans trois dimensions principales. Une dimension qui est souvent une dimension de purification. Il s'agit de purifier son âme, de s'alléger, de purifier son corps, de purifier son esprit, de s'alléger et d'atteindre une forme de légèreté et une forme de simplicité qui nous rend disponibles à un moment particulier de l'année à la spiritualité, à la méditation, etc. Le deuxième aspect, c'est un aspect qu'on trouve beaucoup dans le bouddhisme, mais aussi un peu dans le carême et dans le ramadan, et dans le Yom Kippour, c'est le principe du dévoilement. Alors, le dévoilement, qu'est-ce que c'est? C'est considérer que la réalité profonde du monde nous est voilée. Voilée par tout ce qu'on pense, tout ce qu'on croit connaître du monde, toutes nos préconceptions, tous nos préjugés, tous les filtres qui nous font interpréter ce que l'on vit. Et ces voilements sont liés à notre esprit qui fonctionne ainsi. Et c'est vrai qu'il y a, par le jeûne, et particulièrement, je pense, l'intérêt des formes de jeûne intermittents qu'on trouve dans la plupart des traditions, la quête d'une forme de clarté de vision, et donc d'un dévoilement l'esprit devient plus clair, l'esprit devient plus précis dans ce qu'il voit, et donc il y a un dévoilement, et un dévoilement aussi de nos habitudes, on s'en détache, etc. Et puis, il y a l'idée, et ça on va le trouver davantage dans les traditions premières de chamanisme, qu'on appelle le chamanisme, de la quête spirituelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une dimension initiatique. C'est-à-dire que, par exemple, le carême chrétien représente la traversée du désert de Jésus et il en sort transformé. Donc, il traverse le désert à un moment donné et de cette traversée du désert, il y a rencontré un certain nombre de choses, il y a compris un certain nombre de choses et il en ressort transformé. Et il a traversé ce désert sans manger et c'est à ce moment-là. Et donc, il y a cette idée de le jeûne qui va nous permettre d'obtenir une initiation, et cette dimension initiatique, j'en parlerai dans la prochaine conférence sur la pensée traditionnelle, elle est centrale dans la spiritualité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour être capable de comprendre profondément la vie, comprendre profondément la nature, comprendre profondément notre nature, eh bien, il faut que quelqu'un nous le montre. Quelqu'un qui a été, lui, d'abord initié avant nous, un maître spirituel, nous le montre. Et souvent, il va le faire dans un moment particulier. Et dans ce moment-là, dans la plupart des cas, il va y avoir une période de jeûne qui peut être d'une journée, mais qui peut être aussi, dans certaines
tradition amérindienne, par exemple, qui peut être 15 jours au désert sans manger, et puis dans ce qu'on appelle les quêtes de vision, d'aller chercher en fait à comprendre quelque chose de fondamental. Donc ces trois aspects, purification, dévoilement et initiatique, et on retrouve un symbolisme, l'importance du symbole dans la spiritualité, toujours l'idée de traverser le désert. Le traverser le désert, on la trouve dans le judaïsme, on la trouve chez Jésus, on la trouve aussi dans le Ramadan, cette idée que à un moment donné, on a traversé une épreuve et que cette épreuve nous a appris quelque chose et qu'on est rené de cette épreuve. Hein, il y a eu une renaissance spirituelle qui s'est faite, un renouveau. On s'est transcendé, il y a quelque chose en nous qui s'est transcendé après cette épreuve-là. Et les jeunes tels qu'ils sont aujourd'hui symbolisent, tels qu'ils sont pratiqués dans les religions, symbolisent finalement cette traversée du désert, ce moment particulier qui va nous permettre de transcender quelque chose au niveau de notre esprit, au niveau de notre corps, au niveau de notre souffle. Il y a l'idée aussi de la connexion à la méditation. À un moment de réflexion, à un moment qu'on prend pour soi, c'est, comme tu le disais, ça crée des espaces. Ce temps que on ne passe plus à manger, à digérer, etc., génère un espace dans notre esprit, génère une parenthèse, et dans cette parenthèse-là, elle est propice justement à la méditation. Toute personne qui a pratiqué la méditation de pleine présence sait que il vaut mieux pas avoir mangé un repas bien lourd avant de commencer sa méditation, sinon on va avoir tendance à s'endormir. Il y a quelque chose de l'ordre de la torpeur qui est là, qui nous plombe et qui va plomber toute la pratique. Et donc, si vous enlevez ou si vous retirez pour un temps donné cette lourdeur de la digestion, eh bien, quelque part, le corps va se sentir dans une autre dimension et quelque chose qui va se transcender pour pouvoir mieux méditer. Il y a aussi toute la symbolique du don et de la compassion. C'est la pratique dans le ramadan, hein, par exemple musulman, est associé le zakat, c'est la pratique de la miséricorde envers les nécessiteux. Hein. Dans le carême chrétien, c'est pareil. Pendant la période de carême, on doit aussi participer à des œuvres, on doit faire ses bonnes actions, en plus de simplement jeûner ou transformer son régime alimentaire. Et dans les pratiques bouddhistes, j'en parlerai plus tard, il y a cette idée en fait que ça va générer en nous une compassion pour tous les êtres. Et ça, cette dimension vient certainement du fait que, eh bien, en se comprenant mieux, en développant déjà la compassion pour soi, hein, comme disait Jésus, aime ton prochain comme toi-même. Donc, ça veut dire qu'il faut déjà s'aimer soi pour être capable d'aimer son prochain. Par cette dimension justement du jeu, la compréhension qu'on a de nos attachements, de tout ce qui nous alourdit dans la vie, de nos émotions que peuvent générer la nourriture, nos attachements à la nourriture, etc. On va développer déjà une compassion pour soi parce qu'on va voir waouh, à quel point en fait on développe un certain nombre d'habitudes particulières. Et cette compassion, on va être capable, dans un effet miroir, de dire, bah oui, je comprends en fait l'autre. Quand il vit telle émotion, je peux comprendre d'où ça vient, parce qu'on va pouvoir observer davantage, tu nous en reparleras, je pense, la manière dont on fonctionne en fait dans ces périodes-là. Il y a toute l'idée aussi du développement de l'autodiscipline dans la dimension spirituelle et de la tempérance, la recherche d'une vertu assez universelle qu'on trouve dans la plupart des spiritualités, de la tempérance, savoir être tempérant. Et aussi l'idée d'un renouvellement de la foi. Hein. On en sort renouvelé, on en sort ragaillardi, on en sort comme rajeuni avec une plus de confiance. Et ça, c'est des dimensions, je pense que beaucoup de gens aussi qui ont peut-être juste fait un jeûne santé peuvent avoir aussi vécu en fait dans une période de jeûne guidé. Est-ce qu'il y a des choses qui résonnent pour toi, Marie? Il y a beaucoup de choses qui résonnent, bien évidemment. Déjà, le fait que le jeûne soit présent dans les traditions religieuses, je trouve que c'est toujours intéressant de le rappeler. Parce que comme tu disais, Eric, en introduction, le jeûne, c'est un sujet qui est quand même controversé, même si Ouais. de plus en plus de gens jeûnent. Mais ça montre bien tout ce que tu viens de dire, qu'en fait, le jeûne
Ben, on sort pas du chapeau là maintenant en fait. C'est C'est une pratique, multimillénaire, ouais, c'est une pratique multimillénaire. voilà, multimillénaire. Au contraire, c'est plutôt quelque chose qu'on avait oublié Mmh. et dont on est en train de se rappeler. Après, on peut aussi aller regarder chez nos voisins. Il y a des pays dans lesquels le jeûne est beaucoup plus présent, notamment en Russie. Il fait partie du système de. Il était remboursé, je ne sais pas si c'est encore le cas. Enfin, c'est pas remboursé, mais en tous les cas, dans l'équivalent de notre sécurité sociale. En Allemagne aussi, il est établi. Il y a des cliniques qui proposent le jeûne, ce qui n'est pas le cas du tout en France. Ça, c'est une chose. Après, d'autres choses qui ont fait écho quand tu parles de quelque chose de nouveau, d'un renouveau, c'est quelque chose qu'on voit aussi, nous, dans la pratique du jeûne. Je pense que ceux qui ont déjà jeûné vont voir de quoi je parle, mais quand on arrête de s'alimenter pendant un moment, quand on reprend la nourriture, on n'a pas envie de s'alimenter de la même façon. On sent bien là aussi qu'il y a eu un renouveau. C'est-à-dire que c'est une connexion aussi au corps, une façon différente de le voir et de se dire, bah, maintenant que j'ai fait le vide en moi, par quoi je vais remplir en fait? Et par quoi je vais remplir au niveau de l'alimentation? Mais on peut élargir ça dans tous les domaines aussi, puisqu'on a fait le vide d'un certain nombre de choses. On a allégé son temps, on a allégé ses préoccupations. C'est, on a plus de distance, plus de recul, du coup, et plus de lucidité pour prendre de bonnes décisions et se dire, OK, et du coup, maintenant, je remplis comment? Je te propose pour illustrer ça de me montrer la citation suivante de Shelton, qui est, je te laisse la lire. Une des choses les plus remarquables à propos du jeûne, qui impressionne les malades encore plus que les gains physiques et le bienfait mental. La clarté d'esprit, l'essence avec lesquelles les problèmes préalablement trouvés difficiles peuvent être traités, l'amélioration de la mémoire. Tout cela étonne et fait plaisir aux malades. Donc, ça illustre bien nos propos. Et en fait, on se rend compte que l'alimentation est aussi quelque chose qu'on utilise pour combler des choses. On parle souvent d'alimentation doudou, en tous les cas de l'aspect émotionnel de la nourriture. Ça peut venir combler un vide, ça peut venir nous récompenser pour quelque chose, pour notre journée de travail, par exemple. Ça peut venir nous consoler si on est triste. Et donc, voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Et le fait d'arrêter de manger, ben, finalement, on n'a pas j'allais dire, cette nourriture doudou. Et donc, on fait face plus facilement à nos émotions. On se laisse traverser par elles. Et à partir du moment où on accepte de vivre l'émotion et de se laisser traverser, et ben, voilà, le regard devient plus lucide sur les choses. Quand on regarde dans le langage populaire toutes les expressions sur la digestion, on voit bien le lien aussi entre la nourriture et les émotions. Quand on dit, quand quelque chose nous arrive et qu'on dit qu'on ne peut pas le digérer, qu'on ne peut pas l'avaler, quand on parle de nos tripes, etc. Euh, voilà, donc ce temps de jeûne, c'est vraiment le temps de l'allègement, c'est le mot-clé. Euh, et donc, tu parlais du flux de la vie tout à l'heure, et le fait d'être davantage présent aux choses, c'est encouragé aussi par le fait que quand on fait un jeûne, notamment un jeûne accompagné, on sort en plus de chez soi et donc on sort de son cadre de vie. Donc on perd vraiment beaucoup de repères, on perd son repère avec la nourriture, on perd son repère dans le temps avec les repas, les repères, on est en tous les cas en dehors de la vie professionnelle, on est même en dehors de la vie familiale. Et finalement, il y a assez peu de périodes dans la vie où on est autant, on s'ouvre une parenthèse, une vraie bulle pour soi, en fait. Et pendant ce temps-là, le corps, ce que notre corps fait, ça devient notre sujet principal, notre sujet d'observation. On ressent aussi des sensations qui sont nouvelles, qui peuvent parfois inquiéter aussi. C'est pour ça aussi que c'est intéressant d'être encadré. Mais en fait, on redécouvre finalement que le corps est quelque chose j'allais dire, de vivant. C'est peut-être bête à dire, mais c'est un peu ça part un peu de ce process-là. Et surtout qu'il a son intelligence et que nous, avec notre mental, on ne peut pas guider cette intelligence-là, en fait. Donc, on est confronté aussi à cette limite de se dire, OK, comme tu disais tout à l'heure, je ne suis pas tout puissant. Et donc, à un moment donné, ça peut être intéressant pour moi de lâcher la main, de lâcher prise. Et du coup, de se mettre à l'écoute vraiment de cette autre intelligence et de cette autre intelligence en soi que j'ai illustrée jusqu'à présent sur le côté physiologique, mais qui s'illustre aussi sur sur plein d'autres côtés, notamment sur l'intuition.
sur, tout ce qui peut nous relier, aux autres, à la terre, au ciel, à l'univers, quelque chose finalement de plus grand que nous et le jeûne nous met vraiment dans des conditions favorables pour s'ouvrir à tout ça. Mmh. Je pense aussi qu'on a en plus une nourriture moderne qui est sursaturée. Sursaturée de plein de choses, sursaturée de fausses saveurs, sursaturée de fausses odeurs, sursaturée de gras, sursaturée de Mmh. sucre, et cetera, et qui encombre toute notre sensorialité. Parce que, et ben, quand on a mangé des produits industriels et qu'on a eu, une explosion de fausses saveurs dans la bouche et qu'après on est alourdi parce qu'on est en train d'essayer de digérer, bah, on n'est pas finalement on a bloqué en fait tous nos récepteurs sensoriels, tout ce qui génère en fait la subtilité des choses. Et quand on revient et qu'on abandonne ça, soit en changeant de nourriture déjà, voire en allant vers le jeûne, bah, finalement, on va redécouvrir toute la palette des goûts, toute la palette des saveurs naturelles, toute et quand on jeûne, moi, ce que j'avais remarqué, en fait, c'est à quel point les odeurs, les Mmh. lumières, les sons et cetera, je les vivais d'une manière beaucoup plus intense, beaucoup plus, profonde. J'avais l'impression de découvrir une sensorialité, même le toucher, le vent sur la peau, quand on se balade, moi, j'allais me baigner donc dans la mer, sentir, et cetera et il y avait vraiment tout un regain, en fait, de sensorialité qui complètement, alourdi et tué, alors pas tant par la bouffe en elle-même, mais nos modes de vie, modernes en réalité, qui nous saturent, qui nous coupent en fait et qui nous mettent dans une bulle et quelque part, c'est comme si cette bulle éclatait, dans cette période où, bah, finalement on comme dirait Fabrice Midal, on se fout la paix. On fout la paix à notre corps un instant. C'est-à-dire qu'on arrête de soit le remplir, soit, le maltraiter, soit vouloir le maîtriser, et cetera. Et c'est ça aussi qui est très intéressant dans le jeu. C'est exactement ça et d'ailleurs, les détracteurs du jeûne notamment, hem, quand on a peur d'arrêter de manger, il y a cette notion de rapport à la vie et à la mort, en fait, qui est en jeu. C'est-à-dire que pour beaucoup de personnes, même consciemment ou inconsciemment, arrêter de manger, c'est quelque part, c'est mourir. Mmh, Parce qu'on a besoin de manger, en fait, pour vivre. Mais, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, c'est tout à fait l'inverse qui se passe, en fait. C'est que le fait d'arrêter de manger nous rapproche de la vie. Ça nous rend au final beaucoup plus vivants parce que ça éveille nos sens comme tu dis et et après aussi l'après-jeûne, tout redevient plus coloré, en fait. Voilà. On peut parler encore une fois de la nourriture, mais il y a pas que la nourriture. Mais pour prendre cet exemple-là qui est le plus parlant, les aliments n'ont pas le même goût, en fait. On retrouve la vraie saveur des choses, on retrouve les odeurs, on retrouve plein moi, mon rapport à l'alimentation, il a complètement changé, bien évidemment. Après, ce très long jeûne donc que j'ai évoqué, au démarrage. Quand on a fait le vide, alors je dis pas qu'il faut jeûner autant, hein, mais, même un jeûne d'une semaine fait le même effet. C'est ce que je disais tout à l'heure, quand on a fait le vide, on n'a pas envie de le remplir avec n'importe quoi et c'est comme si le corps devenait un temple sacré, en fait. On se rend compte de cette collaboration qu'il y a et que le corps est notre véhicule, en fait, ici et qu'il faut en prendre soin, tout simplement et du coup, il y a je vais dire, tout un environnement qui bouge autour de nous parce qu'on a jeûné et qui bouge. Je veux dire, différemment à chaque jeûne, mais à chaque jeûne, il y a des choses qui bougent autour de nous, qu'on fait bouger nous. Voilà, parce qu'on a bougé quelque chose à l'intérieur de nous, ben, on se rend compte que dans notre réalité, ça bouge aussi et c'est ça qui est très, très intéressant. mmh. Considérer son corps comme un temple, oui, tout à fait. Je pense Ouais, qu'on a en vraiment. plus, on vit vraiment dans des sociétés, alors ça permet de faire le lien avec la prochaine conférence qui s'appellera «La crise du monde moderne». Une société moderne où le corps, en fait, est maltraité. C'est-à-dire qu'on Mmh. maltraite ce qui est notre vaisseau. Hem, s Kalu Rinpoché, qui était un grand maître tibétain, a écrit une chanson, un poème, un chant qui s'appelle, «La grande nef de la libération». Et la grande nef de la libération, qu'est-ce que c'est? C'est notre corps.
C'est-à-dire que dans la tradition du Bouddha, on ne considère pas le corps comme quelque chose de détestable ou qu'il faudrait rejeter pour pouvoir avoir un accès à l'esprit. Il n'y a pas cette dichotomie en fait entre le corps d'un côté et l'esprit, l'esprit qui serait pur et le corps qui serait impur, mais au contraire de dire c'est notre véhicule pour notre éveil. C'est notre véhicule qui va nous permettre de nous éveiller et donc il faut en prendre soin comme un temple, comme tu disais, et je trouve ça très beau aussi d'en parler. Et il y a vraiment l'idée, en fait, où on se retrouve là-dessus, c'est cette quête du soi. Alors le soi avec un grand S, c'est-à-dire cette quête de compréhension qui est là à travers le jeûne. Par cette reconnexion différente au corps, aux sensations, à ce qu'on vit dans cette pratique. Ça oblige finalement à quitter un confort mental. C'est pas tant, en fait, d'arrêter de manger pour un temps, c'est pas tant, en fait, à un moment donné où on quitte un confort corporel. En fait, c'est un confort mental. C'est le mental qui va paniquer au fait d'arrêter de manger. C'est pas le corps. Et c'est ça qui est très intéressant, aussi de le comprendre en réalité. C'est-à-dire que, les signaux, majeurs qu'on a au début, la première fois qu'on expérimente, la panique qu'on peut avoir ou les gens qui en ont tellement peur qu'ils disent: «Non, c'est pas possible». En fait, tout ça, c'est le mental qui parle, c'est pas leur corps. Mmh. C'est uniquement le mental. Et justement, le fait de décider de jeûner, ça nous confronte aussi à nos croyances. Mmh. Il y a beaucoup de croyances sur la nourriture et sur l'absence de nourriture, donc c'est intéressant Donc d'interroger il ce faut regard-là. Il faut reconnecter ça à notre nature humaine et j'aime Mm. bien aussi parler de ça, c'est se rappeler qui nous sommes en tant qu'humains dans notre évolution. On est des êtres, civilisés, industrialisés, domestiqués que depuis quelques siècles. On mange 3 repas par jour complets que depuis une 60 ans, on va dire. On mange de la viande à tous les repas que depuis, une cinquantaine d'années. Avant, les habitudes alimentaires étaient totalement différentes, notamment quand on allait dans les classes populaires, chez les paysans, et cetera. On mangeait une soupe le soir, un peu de pain le matin, et il y avait de la viande que le week-end, le dimanche, en fait, la fameuse poule au pot d'Henri IV. Et en fait, on croit que nos habitudes alimentaires des 3 repas par jour, c'est quelque chose qui est intrinsèque à l'humain, mais c'est faux. C'est culturel d'un temps extrêmement récent. Mm. Et si on revient à notre nature, on n'a pas changé de corps. Si vous allez à la grotte Chauvet, les hommes qui ont peint les fresques de la grotte Chauvet avaient le même corps que nous, il y a 40 000 ans. Et il y a 40 000 ans, ils ne mangeaient pas forcément tous les jours. Ah, C'est-à-dire qu'ils mangeaient le fruit de leur quête, de leur cueillette, à peu près tous les jours, mais c'était pas forcément grand-chose selon les saisons. Et puis, à l'époque, il faisait beaucoup plus froid en Europe qu'aujourd'hui. Et la chasse, quand ils arrivaient à chasser quelque chose et à pouvoir, s'en délecter, en fait, c'était très rare. Donc en fait, notre corps a une biologie qui n'est pas faite pour manger tous les jours, 3 fois par jour. mm. Et c'est pour ça qu'il sait très bien gérer le jeûne, en fait. Tout à Parce que fait. quelques jours après le début du jeûne, notre corps comprend en fait qu'il va plus avoir d'alimentation externe et il va changer de carburant. Donc, comme il va plus avoir d'apport de glucose, il va pouvoir transformer les corps gras en corps cétoniques. Donc, voilà, il va se nourrir de cette façon-là. Donc, si la nature est faite comme ça, c'est effectivement parce qu'on porte ça en nous depuis l'origine de l'homme, en fait. Tout à fait. On est fait pour jeûner, on est effectivement fait pour avoir des périodes d'opulence, des périodes de fringales. Et nous, on est dans une société où on est dans opulence, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tous les cas, on est dans le trop tout le temps. Tout à Oui. l'heure, tu parlais aussi de la confiance. Mmh. euh, qu'on- en faisant le parallèle avec les religions, que c'était une confiance renouvelée. Et là aussi, je pense que c'est quelque chose qui peut jouer sur la confiance qu'on a, alors envers son corps, on en a parlé, mais même la fierté qu'on a de soi vis-à-vis de soi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont effectivement une appréhension, enfin quasiment tout le monde a une appréhension au moment de jeûner pour la première fois en se disant bon, bah, comment je vais vivre ça.
on se rend compte qu'en fait, ça se passe très bien, puisque comme on vient de le dire, le corps est fait pour ça. Mais rétrospectivement parlant, on a dépassé nos limites. Voilà. Et si on a réussi à les dépasser dans ce domaine-là, ça ouvre aussi des portes sur d'autres domaines. C'est-à-dire, je suis capable de le dépasser, de me dépasser pour ça, donc je peux être capable de me dépasser aussi pour d'autres choses. Quelque part, ça nous apporte aussi une souplesse euh, au niveau du cerveau, de la façon d'envisager les choses. On parlait de neuroplasticité avec des élèves hier soir. Il y en a quelques-unes ce soir, elles se reconnaîtront. Bah là, c'est pareil, quand on jeune, en fait, on est capable de bousculer toutes nos habitudes, de remettre en cause un certain nombre de croyances qu'on avait. Et donc, c'est vraiment rien que ça en soi, c'est très éducateur, je trouve, pour notre cerveau. Moi, je voulais vous parler aussi un peu plus particulièrement d'un type de jeûne bouddhiste qui s'appelle la pratique des nyugne. Alors, qu'est-ce que le nyugne? C'est une pratique où, donc, alors un nyugne, c'est un moment où on va manger une fois au début de la pratique, et puis pendant 2 jours, on va jeûner. Et au lever du soleil suivant, on va à nouveau remanger, pouvoir remanger, mais généralement très légèrement. Et jusqu'au midi du jour suivant. Et puis à nouveau, pendant 2 jours, on va jeûner, etc. Donc on peut faire un nyuné, ça fait 2 jours. On peut faire 2 nyunés, 3 nyunés, jusqu'à 49 jours, comme ça. Et c'est une pratique qui est liée au Bouddha de la compassion, Avalokiteshvara ou Chenrezig en tibétain, et qui est liée pendant ce temps-là, on récite beaucoup de mantras, on a des pratiques toute la journée, pendant toute la période, en fait, entre ces repas qui ont lieu toutes les 36 heures. Et c'est une pratique de dévoilement et de développement qui est très intense. Et surtout, ça apprend quelque chose lié avec la récitation des mantras, et c'est le mantra de compassion, Om Mani Padme Hum, le mantra d'ouverture du cœur. Ça nous apprend quelque chose qui est le non-attachement. Alors, le non-attachement, c'est pas le détachement. Le non-attachement, c'est l'absence d'attachement. Et en fait, c'est un concept qui est central dans la tradition du Bouddha, c'est la considération que notre souffrance, ce qui fait qu'on n'est pas éveillé, a une source, et cette source, en fait, c'est qu'on s'attache trop aux choses, ou qu'on est tout le temps dans une relation, sujet-objet-relation. Donc il y a des objets, nous croyons le sujet, et on est tout le temps, en fait, dans l'attraction, la répulsion ou l'indifférence à toute chose. Et là, en fait, ce que ça apprend, cette pratique, c'est vraiment à apprendre progressivement le non-attachement. C'est-à-dire que de voir que on peut vivre de manière beaucoup plus simple, sans être tout le temps dans cette triplice, attraction, répulsion, indifférence. Tout ce qu'on vit, et si vous regardez dans notre vie, tout ce que l'on vit, toute la manière dont on se relationne à notre monde, à chaque fois, on dit j'aime, j'aime pas. C'est agréable, c'est désagréable. Ou je m'en fous. Voilà. Et de voir qu'en fait, tout cela et l'absence de nourriture attachée à cette pratique des mantras, justement, nous montre en fait, on se retrouve confronté directement à tous nos attachements et d'apprendre progressivement aussi à les laisser tomber. Et c'est quelque chose qui est très libérateur. Alors, Nyugne, ça s'écrit, je l'écris mais bon, c'est du tibétain. Voilà, Nyung, Nyung, plus loin, Ne. Et ça génère en fait une ouverture du cœur et une compassion en fait, parce que l'idée en fait c'est de dire si je sors en fait de cette relation où on est tout le temps dans l'attachement aux choses, et l'attachement dans la saisie dans la tradition du Bouddha, c'est pas que l'attachement aux choses agréables, c'est vraiment l'attraction, la répulsion et l'indifférence. C'est ce mode en trois types d'émotions basiques auxquelles on se relationne au monde. Et puis, il y a une autre pratique qui, là, on trouve beaucoup dans les traditions asiatiques, indo-chinois, tibéto-chinoises. C'est ce qu'on appelle le jeûne du cœur. C'est quelque chose dont je voulais vous parler ce soir. En fait, ça me rappelle à la base une citation de Thich Nhat Hanh. Je ne l'ai pas exactement, je ne l'ai pas retrouvé exactement, mais quand on prend les vœux, à un moment donné, dans une retraite, on peut décider de prendre des vœux.
Le vœu de silence, le vœu d'abstinence, le vœu de ne pas tuer, le vœu de ne pas vouloir de mal aux gens, etc. Et il y a une part des vœux qui est sur les intoxicants. Et Thich Nhat Hanh disait, les Occidentaux prennent souvent beaucoup soin à ce qu'ils mangent. Faire attention, en tout cas les Occidentaux qui vont dans les centres bouddhistes, qu'ils connaissaient, à faire très attention à choisir le bon aliment, bio, etc., pour faire attention à leur corps, etc. Et il disait, mais ils prennent peu attention en fait à ce qu'ils ingurgitent dans leur esprit. Mm. C'est-à-dire à ce à quoi ils sont confrontés en termes de déferlement, d'informations, de musique, de distractions, de choses comme ça qui viennent en fait les intoxiquer quasiment autant qu'une mauvaise nourriture en fait. Et ça génère l'agitation, parce qu'en fait on est tout le temps agité. Toute personne qui a fait l'expérience d'une retraite de méditation s'est aperçu les premiers jours que faire le silence intérieur, ça pouvait être très compliqué. Et puis que quand on est... Je me souviens, moi, ma première retraite, je me souvenais de petites comptines, de publicités, etc. Je me souviens même, enfin, c'était c'est rigolo avec avec le recul, mais la première fois, j'en ai souffert. C'était le monsieur de chez Peugeot qui avait quelque chose à me dire, voilà. Et pendant des heures, en fait, j'avais ça dans la tête. Mais en fait, c'était s'apercevoir qu'à force d'écouter la radio, d'être bombardé de publicités, d'être bombardé de jingles de musique, d'être bombardé d'informations, d'être bombardé de plein de choses, et même aujourd'hui, même sans le vouloir, c'est-à-dire qu'on va dans un espace public. Aujourd'hui, je suis allé faire des courses, il y avait des chants de Noël. Et c'est sympathique, parce que c'est Noël, etc. Mais je suis rentré, je l'avais dans la tête. Et en fait, il y a tout ça, en fait, euh, qui vient, en fait, nous encombrer aussi, autant que la nourriture, etc. Et l'idée du jeûne du cœur, c'est un moment où, justement, on va arrêter de se faire constamment bombarder par des stimuli extérieurs, des stimuli d'information, des stimuli émotionnels, la nécessité aujourd'hui, on s'en aperçoit avec les conflits actuels, de devoir toujours prendre parti d'un côté ou de l'autre, de devoir se positionner, etc. Et dire, à un moment donné, stop, à un moment donné, juste le silence. Et alors, dans le jeûne du cœur, il y a plusieurs dimensions. Il y a trois dimensions particulières, et notamment, enfin non, il y a deux dimensions importantes, pardon. Il y a le jeûne émotionnel. Le jeûne émotionnel, c'est se libérer de tous nos fardeaux émotionnels. Et ça, il n'y a pas forcément. Alors, si on jeûne en mangeant, c'est très bien, mais une retraite silencieuse, en fait, c'est une forme de jeûne. C'est à un moment donné, on arrête de parler. À un moment donné, on arrête déjà de parler extérieurement. On arrête de sentir ce besoin de s'exprimer. On est dans une société où on a tout le temps besoin d'exprimer quelque chose. On nous pousse même. Il faudrait se réaliser par le fait de devoir toujours s'exprimer. Alors, je dis ça alors que je suis en train de parler et de faire un long tunnel, mais et de m'exprimer. Mais l'idée, en fait, de aussi, à un moment donné, juste s'arrêter et d'expérimenter ce silence. Déjà, le silence extérieur. D'arrêter, de se mettre dans un lieu où on peut arrêter en fait ce déferlement cognitif perpétuel qui fractionne notre attention, qui détruit notre capacité de concentration, qui génère en nous des schémas répétitifs de pensées qui reviennent et reviennent et d'émotions qui reviennent. Et dans le jeu émotionnel, il y a l'idée aussi que des choses banales, de distraction, regarder un film le soir, ou regarder un film va générer en nous un certain type d'émotion. Alors c'est agréable de regarder une série Netflix, un film, etc. Mais en fait, ça nous met dans un état émotionnel. Et cet état émotionnel, on va se le trimballer. Et à force d'habitude de vivre ça tous les soirs se faire sa petite série Netflix, tous les soirs se faire son petit film, dès qu'on peut aller au cinéma, etc., ou lire des livres, être attiré par les romans à suspense, etc., ça génère en nous un état émotionnel incessant. Et le jeûne du cœur, ce jeûne émotionnel, c'est juste de se dire, à un moment donné, je vais m'arrêter, et je vais essayer de vivre et voir ce que ça fait pendant un temps, de revenir à sentir les choses de manière crue et nue,
sans en surrajouter en termes d'émotion. Et la retraite silencieuse, quelque part, c'est ce jeûne émotionnel que l'on vit. Finalement, on diminue nos relations aux autres. Alors, c'est ça, on diminue le fait de parler, de devoir bavarder, d'avoir la nécessité d'un comportement social particulier, et on revient à soi dans on arrête. Et puis, il y a le jeûne mental. Et le jeûne mental, c'est l'idée de cette retraite intérieure. C'est-à-dire que dans la retraite de méditation, et moi, vraiment, je voudrais faire des retraites. Je voudrais même, si un jour je réanime des retraites de méditation, appeler ça une retraite de jeûne du cœur. Parce que ce jeûne mental, c'est faire le silence. Et s'apercevoir que quand on fait le silence extérieur, on n'a pas de silence intérieur. Il faut plusieurs jours pour commencer à sentir les choses qui se posent, où ça se décante, où l'agitation se décante, comme la boue met du temps pour se décanter, mais pour que ça se décante, il faut qu'on arrête à un moment d'agir. Et dans cette absence de parole, commencer à voir en fait que on peut alléger aussi notre vie de cette manière-là. Et, euh, et puis, il y a un troisième type de pratique, j'en rajouter une troisième, qui est une pratique que moi j'ai pratiquée plusieurs fois en retraite, sur des périodes de 6 jours. C'est ce qu'on appelle en tibétain le Munkang. Alors le Munkang, qu'est-ce que c'est? C'est une cellule de retraite où vous êtes dans le noir pendant 6 jours et vous êtes isolé par des murs qui font 1,50 m d'épaisseur, donc vous n'entendez rien de ce qui se passe dehors et vous êtes dans le noir hermétique. On rentre et pendant 6 jours, vous êtes dans le noir complet et dans l'isolation phonique complète. Et l'idée, en fait, c'est d'apprendre à pratiquer dans cet état-là. Et c'est très intéressant parce que là, c'est vraiment. Il y en a qui couplent ça même avec un jeûne de nourriture, ce qui permet de faciliter les choses parce que comme on ne voit pas l'heure qu'il est, on ne sait pas quand est-ce qu'on doit prendre nos repas. On perd tous les repères en fait dans cette méditation en isolation totale. Et on passe par plein d'épreuves. C'est très intéressant parce que ça ressemble vraiment à un jeûne de l'alimentation. D'abord, on est fatigué, on se repose, on dort, on dort, on dort, et puis à un moment donné, sur 6 jours, on ne peut pas dormir tout le temps, donc on va se réveiller. Et puis les premiers jours, c'est les jours d'agitation, c'est-à-dire qu'on est vraiment chamboulé par plein de choses. Moi, je me souviens avoir fait des cauchemars, etc. Vraiment, il y a comme la réémergence de choses profondes qui reviennent à la surface, et pourtant, on est stimulé par rien d'extérieur. C'est vraiment là notre intérieur qui se prend, on est vraiment dans cette retraite intérieure. Et puis au bout de 1, 2 jours, ça se calme à nouveau et pouf, là, il va y avoir quelque chose qui va se faire et qui va commencer, en tout cas moi c'était mon expérience, à se poser. Et moi j'ai commencé dans la deuxième fois où j'avais fait 6 jours, euh, j'ai commencé à vivre des moments de quasiment d'absence de pensée, des longs instants d'absence de pensée où vraiment il reste plus rien en fait. Et de s'apercevoir en fait que ce vide de mentalité, ce vide de pensée, ce vide, en fait, était un plein parce qu'il y avait plein d'autres choses qui pouvaient se révéler et qu'on découvrait sur son propre esprit. Voilà. De luminosité, de bien-être, de joie, de choses comme ça, en fait. Mais naturel, c'est-à-dire que ce n'est pas lié à des choses que l'on consomme, que l'on voit, qui extérieures, etc. Et voilà. Et moi, je vois vraiment un parallèle, en fait, là, entre la retraite, le fait de se mettre en retraite, et quelque part, quand on fait un jeûne, toutes les personnes qui, comme toi, proposent des moments de jeûne avec des groupes, en fait, vous vous mettez en retraite. Il y a l'idée de se mettre en retrait de la vie, de prendre un temps pour soi. Tu cherches même des lieux, tu nous montreras peut-être des photos de ce que tu fais, et de prendre un temps où on va tout freiner, en fait. On va arrêter, on va prendre le temps. Et ce retrait. Et certainement, je pense aussi, et tu nous le diras, il doit y avoir aussi des moments où quand on est jeune, on a envie de silence, on a juste envie de Ouais. simplicité et de rien rajouter, en fait. Oui, complètement. C'est pour ça que
Je te disais, quand on a évoqué je te disais qu'il y a des gens qui, quand je parle du jeûne hygiéniste, les gens ont tellement l'habitude de faire du jeûne et randonnée que quand moi je leur parle de jeûne hygiéniste, des fois ça les met en panique, même les gens qui sont habitués à jeûner, en se disant: «Mais du coup on fait quoi?» Et donc il y a effectivement cette crainte de se retrouver encore une fois face à un vide. Et c'était, merci de nous avoir partagé cette expérience, dans le noir parce que ça doit vraiment être quelque chose, d'incroyable. Et tu vois, quand tu disais que tu revivais des choses peut-être, dans le jeûne, dans tous les cas, c'est ce qui se passe au niveau, physiologique aussi. On dit que le corps profite aussi de ce temps où on le met en pause, enfin, nous, on se met en pause pour revivre des maladies anciennes et notamment des maladies qui n'ont pas été complètement évacuées. Et du coup, j'ai fait le parallèle avec ce que tu nous disais. Je pense qu'il y a quelque chose du même ordre qui doit se jouer au niveau émotionnel. C'est-à-dire que quand tu fais un jeûne du coup du cœur, comme tu l'appelles, ou un jeûne mental, bah, il y a probablement aussi toutes ces émotions du coup anciennes dans un premier temps qui peuvent venir du coup à la conscience Moi, et ça te regarder dépasser. j'ai une hypothèse là-dessus qui est que notre deuxième cerveau, hein, vous êtes au courant de que tout notre système digestif a autant de neurones, voire peut-être plus, que le cerveau en lui-même, et en fait, toutes les imprégnations émotionnelles, en fait, ça se passe là. Ça se passe pas, ça se passe très peu là. Ça se passe là. Mhm. Et en fait, quand ces neurones qui sont là, c'est tout ce réseau en fait est allégé et n'a plus à prendre en charge parce qu'elle est là en fait pour prendre en charge aussi la digestion au niveau physiologique et que ça se libère parce que on n'a plus besoin, il n'y a plus besoin de gérer le microbiote, de gérer la relation, de faire fonctionner tout ce système de nos intestins, etc. Eh bien, on revient en fait à ce qui était enfoui, qui est caché sous la quantité de nourriture qu'on a dans notre système digestif, et puis ben, réémerge ce qui est en dessous, un peu, hein, comme si finalement comme un lac qui bah, on voit rien quand on voit pas le fond quand il y a beaucoup de vagues et puis pouf, il suffit que le lac soit étal et on va voir le fond. Et ben en fait, je pense qu'il se passe un C'est peu la exactement même chose, ça. c'est-à-dire que c'est ça qui réémerge naturellement par le fait que la nourriture ne vient plus masquer en fait ce Mm. qui est engrammé en nous au niveau, euh, au niveau digestif, hein. Le centre émotionnel, il est vraiment là et qui se révèle finalement dans le jeûne quand il n'y a plus la nourriture. Ça. Et tu as évoqué un mot-clé tout à l'heure qui était la simplicité. Mm. En fait, quand on jeûne, on a aussi envie d'aller vers plus de simplicité et plus de lien avec la nature. Voilà. Alors, juste pour donner, j'ai parlé du Mungkan, donc de la retraite dans le noir et en isolation phonique. C'est pas recommandé si on n'a jamais fait de méditation. C'est-à-dire que c'est quand on a atteint un certain niveau de stabilité que à un moment donné, on peut le faire. Alors, engrammer, moi, ce que j'appelle engrammer, c'est comme si c'était imprimé en nous quelque part, quelque chose qui s'est intégré dans notre vie. Puisque la question de Chloé, peux-tu expliquer ce que tu entends par Mm. engrammer? C'est à un moment donné, je vous explique le principe. J'utilise ce mot-là, mais le principe du karma. Le karma, en fait, c'est l'idée. La loi du karma, c'est l'idée que toute action que l'on fait pose des graines pour un comportement futur. Tout ce qui nous arrive pose des graines pour un comportement futur. Et tout ce qui nous arrive vient de graines précédentes, de choses précédentes. C'est-à-dire que ce sont des informations au niveau latente qu'on porte en nous, au niveau, et qui sont inconscientes, mais qu'on porte en nous, et qui, au moment où va émerger un certain stimulus, va générer un comportement particulier. Et c'est une boucle complète parce qu'en fait, nos actions viennent nos actions, nos réactions viennent de ce qu'on porte en nous, de ces informations latentes, de ces graines karmiques, on appelle ça aussi comme ça, et la réaction qu'on va faire va générer de nouvelles graines karmiques.
Et en fait, quand on vit de manière automatique, comme la plupart des gens, bah, en fait, ce cycle, il continue, il continue, il continue. Et le principe d'une démarche spirituelle dans la tradition du Bouddha, mais finalement dans toutes les traditions, c'est à un moment donné d'être capable de se sortir de ce cycle, de changer nos habitudes, non pas par la transformation volontaire, parce qu'en fait ça marche pas, parce qu'en fait on fait que créer de nouvelles graines pour autre chose, mais par le fait de le voir, et quand on le voit, en fait, ça détruit en fait l'effectibilité, l'automaticité de ce cycle. Donc comprendre, de voir clairement en fait ce qui est là. Voilà, c'est ça que j'ai utilisé comme mot engrammé. Et quelque part, ce qu'on porte en nous, c'est physique. Il y a beaucoup de physique dedans. C'est-à-dire que moi, je suis persuadé qu'il y a, mais parce que je suis bouddhiste, une inscription corporelle de de toutes nos expériences. Une inscription corporelle de notre esprit. On a, la psychologie occidentale a trop tendance à considérer qu'il y a d'un côté la psyché dont il faut prendre compte par des psychothérapies exclusivement en cognition, en comportemental, etc. Et ne prend pas assez en compte, je trouve, l'aspect, on pourrait dire somatique, l'aspect corporel, en fait, de ce qui est. Et alors, il en existe, hein, je fais, là, je parle de la psychologie clinique, on va dire. Et il y a beaucoup de thérapies qui vont passer par le corporel, qui vont avoir une capacité libératoire beaucoup plus profonde que une psychothérapie purement mentale ou psychologique. Et par le mouvement, par le fait de faire des choses, etc. Et donc, parce qu'en fait, ce que l'on porte, on ne le porte pas dans notre esprit, on le porte dans la totalité de notre corps. Ce qui est inscrit en nous est la totalité de notre corps. C'est ce qui fait que si vous passez votre vie à être en colère contre quelque chose, ben vous vous donnez toutes les chances, c'est pas absolu, mais vous vous donnez toutes les chances de faire un cancer du foie ou de développer un cancer du foie. Voilà, c'est des possibilités en tout cas, hein. Si on va aller chercher la cause profonde de certaines maladies, on va pouvoir trouver des raisons émotionnelles parce que justement, tout s'inscrit en fait dans la chair. Hein, le philosophe Merleau-Ponty parlait de la chair de l'expérience. C'est-à-dire que toute expérience se vit dans notre chair. Hein, et ça, c'est aussi quelque chose qui est très important à comprendre. Je ne sais pas si, Marie, tu voulais dire quelque chose. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup, nous, dans la naturopathie holistique, avec le décodage biologique, bien évidemment. Sinon, je voulais juste rebondir sur un mot que tu as dit tout à l'heure, c'est automatique. Hmm. On fait beaucoup de choses de façon automatique. Et c'est vrai que le jeûne, ça nous permet d'arrêter ce mode automatique pour se mettre en mode manuel. Voilà. En tous les cas, le temps du jeûne. Après, quand on revient dans notre vie, au départ, on reste en mode manuel pendant quelques temps et puis on peut petit à petit reprendre ses habitudes, reprendre le mode automatique. On crée de nouvelles autoroutes neuronales. Quand je parle Bon, d'autoroutes neuronales, c'est pas que dans la tête, hein. Rappelez-vous, on a des neurones partout. On a des neurones dans le cœur, on a des neurones, voilà, on a des dans le neurones. ventre. Et en fait, on est fait d'autoroutes neuronales. C'est-à-dire que, il y a cette idée de stimulus-réponse immédiate. Stimulus-réponse immédiate, stimulus-réponse immédiate. Et la pratique spirituelle, quelle que soit sa connotation, quel que soit son fond culturel, etc., nous apprend progressivement à déconstruire ces autoroutes neuronales et à en trouver de nouvelles qui vont être beaucoup plus légères, qui vont nous amener à beaucoup plus de légèreté dans la vie, de sensibilité, de bonté envers les autres, etc., etc. Et c'est ça qui est quelque chose qui est très important. C'est-à-dire que vraiment de comprendre que Viktor Frankl, je ne sais pas si vous connaissez Viktor Frankl, c'était un psychologue, psychothérapeute autrichien d'origine juive qui s'est retrouvé en camp de concentration pendant la guerre. Et il a été frappé de voir qu'il y avait des gens, quel que soit leur état de santé, ça n'avait rien à voir avec l'état de santé, il y en avait qui mouraient au bout de quelques jours et d'autres qui étaient capables de survivre plusieurs années en camp de concentration. Et bah, il a utilisé son temps en camp de concentration
pour essayer d'étudier et de comprendre ce qui s'est passé. Et il a saisi une chose, c'était que ceux qui étaient le plus choqués par le fait d'être en camp de concentration, ceux qui n'acceptaient pas leur état, ceux qui étaient dans une forme de rigidité, qui se rigidifiaient face à la situation qu'ils vivaient, c'est ceux qui mouraient le plus rapidement. Et ceux qui arrivaient à donner un sens à ce qu'ils vivaient, et ceux qui étaient dans une capacité presque de résilience, sont ceux qui étaient capables, quel que soit leur état de santé, encore une fois, ça pouvait être des gens très fragiles physiquement et qui étaient capables de survivre des mois, voire des années. Euh, et il a tiré de cela une phrase que moi j'utilise beaucoup, qui est comprendre que entre le stimulus et ma réaction, il y a un espace, et que dans cet espace réside ma liberté. Et ça, le jour où vous comprenez ça, en fait, que votre liberté, la libération qu'on a, se situe à cet endroit-là, et que cet endroit-là, de manière habituelle, cet espace, il est tellement ténu qu'on ne le voit pas. Et toute la pratique spirituelle vise à donner un peu plus d'espace à cet espace, pouvoir être capable de le voir. La méditation, par exemple, c'est arrêter justement pour qu'on soit capable de voir qu'il y a un espace entre ce qui me stimule et la réaction que je peux avoir. Et dans cet espace, il y a la capacité de choisir une autre voie, de choisir une autre réaction, et c'est là qu'est notre liberté. Et ça, c'est quelque chose qui est très libérateur. Et justement, le jeûne a cette dimension aussi du fait d'arrêter quelque chose qui est Le, je- automatique. le jeûne est aussi une expérience de liberté, en fin de compte. Ouais. Ça n'y paraît pas forcément comme ça au premier abord, mais ça nous apporte une relation tellement détendante par rapport notamment à la nourriture. Moi, je trouve que c'est totalement un espace de liberté. Tu Et ça- parlais, juste pour conclure dans ton oui. expérience, enfin, dans ce que tu viens de raconter, la question du sens. Enfin, je retiens surtout les trois mots qui m'ont plu, c'est la souplesse d'esprit, le sens, la question du sens qui est présente partout, et cette notion de liberté. Et on voit bien aussi dans cet exemple la place qu'a l'esprit, la pensée, dans tout le reste en fait. Et effectivement, on aura toujours la main sur cette perception qu'on a des choses, et c'est ça qui est très intéressant de travailler. On pourrait même ouvrir une parenthèse, je me permets de le faire, on est en Mm. fin de conférence, sur l'aspect politique de la nourriture. C'est-à-dire que si vous y réfléchissez profondément, ceux qui nous nourrissent aujourd'hui, des acteurs économiques qui nous nourrissent aujourd'hui, ont un pouvoir énorme sur nous. Il suffit qu'à un moment donné, pour des bonnes raisons, pour des mauvaises raisons, ou en raison de difficultés économiques, etc., ces acteurs changent leur mode de production de ce que l'on mange, et ça a un impact énorme sur nous. Voilà. Et reprendre conscience, par des pratiques de jeûne notamment, mais pas que, de ce qu'on mange et de l'importance que ça a dans notre libération, je pense que c'est aussi peut-être un acte politique tout simple. Il y a de la politique aussi dans notre assiette, peut-être. Bah, il y a des contre-indications, après, ça sera vraiment à voir au cas par cas. Mais quand on jeûne, en fait, on va beaucoup solliciter le système cardiovasculaire. On va beaucoup solliciter aussi le foie et les reins, qui sont nos organes qui filtrent le sang. Donc, pour les personnes qui ont des pathologies lourdes au niveau du foie, au niveau rénal, au niveau du système cardiovasculaire, on sera vigilant. En tous les cas, il faut, enfin, voilà, faut faire un bilan complet de toute façon avant de jeûner. Les personnes qui ont des troubles alimentaires aussi, on dit que ça peut être problématique de jeûner. Bien sûr, on fera attention avec les femmes enceintes. Enfin, on ne recommande pas aux femmes enceintes de jeûner. Euh, les personnes qui sont très 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 fatiguées également Hmm. n'auront pas forcément intérêt à jeûner dans un premier temps. Voilà, il faut d'abord augmenter la vitalité. Excuse-moi, Ouais. dans tous les cas, quand j'accompagne des jeûneurs, je fais un entretien proche du bilan naturopathique Hmm. avant de les prendre en séjour de jeûne. Alors, en fonction de la vitalité, oui, c'est vraiment une question de vitalité. C'est-à-dire que Vraiment, y compris des personnes âgées. tout dépend de leur vitalité. D'accord. Voilà.
Si tu as une personne âgée qui est en très faible vitalité, non, ça n'aura absolument aucun intérêt de l'amener à jeûner. Par contre, comme on l'a vu, alors c'est vrai que je ne me suis pas trop appesantie sur comment fonctionne le jeûne, mais j'ai fait une vidéo à ce sujet que si les personnes veulent approfondir le sujet, vous pouvez la trouver sur ma chaîne YouTube Marie Naturo Coach, où là je décris bien les mécanismes du jeûne. Mais en tous les cas, vous avez bien compris, ne serait-ce qu'ici, avec les informations que vous avez eues, que le jeûne est vraiment un bon outil de prévention santé. Et du coup, le fait de jeûner régulièrement, et notamment au printemps et à l'été, c'est les saisons idéales, ça permet de rester en bonne santé assez longtemps. Et donc, si on s'inscrit dans ce cadre-là, on peut très bien continuer à jeûner, même en prenant de l'âge, il n'y a aucun problème là-dessus. D'ailleurs, c'est un peu une croyance aussi de dire que avec l'âge, voilà, il y a plein de maladies qui viennent avec l'âge, il y a plein de soucis qui arrivent avec l'âge. En fait, on peut très bien vieillir en bonne santé. Tout dépend de comment on vit et comment est notre hygiène de vie. Mais là, ça nous emmènerait vraiment vers tout le champ de la naturopathie Tout qui à est fait. une Tout à autre fait. table. Je renvoie ceux qui sont abonnés à ma chaîne, ou abonnez-vous si ce n'est pas le cas, à la conférence précédente sur les zones bleues, hein, les zones où il y a une longévité et du bonheur pour les habitants. Alors, ça peut se pratiquer à tout moment, mais il y a quand même un meilleur moment pour jeûner. C'est le printemps et l'automne, en fait, au changement de saison. Mhm. C'est plus respectueux pour le corps parce que les variations de température sont moins fortes. Jeûner en hiver, en fait, quand on jeûne, on a souvent la sensation de frilosité qui est accentuée, puisque le corps va mettre son énergie à l'intérieur du corps et pas à l'extérieur, et donc plutôt vers les organes internes que vers la microcirculation de la peau. Donc on a une sensation de froid qui peut être accrue. Du coup, jeûner l'hiver, c'est pas très confortable. Et à l'inverse, l'été, ben, il fait très chaud et c'est pas forcément non plus la meilleure saison pour jeûner. Ça veut pas dire qu'on peut pas le faire, mais si on a le choix, c'est mieux de le faire à d'autres périodes. En tous les cas, moi, j'y suis vigilante. J'organise mes séjours de jeûne en mars, avril ou en octobre, novembre, mais pas en dehors de ces mois-là. De ces jours dans la Drôme, c'est deux formules différentes en fait. Dans la Drôme, c'est du 18 au 22 mars, et là, c'est un groupe homogène sur toute la période entre 6 et 10 personnes maximum. Et là, j'encadre sur du jeûne hygiéniste. Et en Corse, la logique est différente. Cette proposition est née de la rencontre de Cyril, qui est le propriétaire du site Tribu Éco-Bergerie, proche de Certaines. Et en fait, il souhaite dédier son lieu aux jeunes en début et en fin de saison. Je trouvais que la démarche était très intéressante. Donc là, la période est plus large, du 13 au 21 avril. Mais c'est du jeûne à la carte, c'est-à-dire que les gens peuvent arriver et repartir quand ils le souhaitent. Et de même sur place, c'est du jeûne hygiéniste, mais ça peut être aussi avec des jus de légumes, ça peut être avec des bouillons, ça peut être même de la monodiète. Il y a même la possibilité de faire une descente ou sa remontée alimentaire sur place. Donc on est vraiment dans deux logiques complètement différentes, mais très intéressantes toutes les deux. Merci Marie pour tous ces échanges. Avec plaisir. Juste ma conclusion, ce sera de vous donner rendez-vous pour les prochaines activités de l'Institut, conférences, etc. Le 16 janvier, c'est la prochaine conférence. Et cette prochaine conférence aura pour terme la crise du monde moderne. Alors là, j'inaugure un nouveau format qui est un format métaphysique, assez profond, philosophique, spirituel. Et c'est une introduction à la pensée traditionnelle. Et on va parler notamment du livre de René Guénon qui s'appelait la crise du monde moderne et de sa pensée particulière. L'idée, en fait, c'est la crise que l'on vit, les crises que l'on vit. Si on regarde, il y a une crise politique, une crise écologique, une crise de santé, une crise qui se déploie, une crise sociale qui se déploie dans tous les sens, une crise économique. En fait, elle a des racines profondes. Et comprendre que ces racines profondes-là, les traditions, en fait, en parlent depuis des siècles, si ce n'est des millénaires. Et elles expliquent typiquement quelles sont les causes de ces racines profondes. Alors, je ne veux pas vous dévoiler tout, mais en fait, l'idée, c'est de vous expliquer ça et de vous expliquer, en fait, quelle est l'option traditionnelle des traditions spirituelles fondamentales pour passer ces temps de crise et qu'est-ce que c'est qu'une spiritualité en temps de crise. Et enfin, la conférence de mi-février, on va parler de l'entreprise. Alors, je serai avec Agnès Grisard, qui est une consultante en entreprise, qui travaille sur la performance des entreprises, la performance des employés, des collaborateurs, et on va parler de l'entreprise éveillée.
est-ce qu'on peut éveiller les entreprises? Il y a eu, dans les années 2014, 2017, la mode des entreprises et des entreprises libérées, pardon, puis on entend beaucoup moins parler. L'idée, en fait, ce serait de dire, est-ce qu'on peut aller au-delà et aller vers un éveil des entreprises? C'est-à-dire pas tant penser uniquement au mode d'organisation d'une entreprise, mais penser aussi à sa mission, aux valeurs qu'elle veut véhiculer et comment on peut intégrer tout cela dans finalement l'éveil et faire dialoguer de manière beaucoup plus riche les richesses individuelles de chaque personne et la conscience collective d'un groupe, et là un groupe particulier qui est une organisation et une entreprise. Voilà, donc on parlera de ça. Et donc ça, ce sera en février et au mois de mars, j'ai pas encore la date, je pense faire une conférence où je serai seul à nouveau et je parlerai de transhumanisme.